Il y a une image d'ouverture qui donne vraiment le vertige, et c'est exactement par là qu'on va commencer notre plongée d'aujourd'hui dans nos sources. Ouais, on va remonter un peu le temps là. Exactement. Plantons le décor. On est le 6 août 1945. Il est très exactement 8h30 du matin, au-dessus du Japon. Et le bombardier Enola Gay vient tout juste de larguer une bombe au-dessus d'Hiroshima. La fameuse bombe avec le nom de code faussement innocent, la Little Boy. C'est ça. Une carcasse métallique avec à l'intérieur 64 kilos d'uranium-235. Et la détonation rase littéralement un rayon de plus d'1,5 kilomètre. On parle de 70 000 personnes mortes dans les toutes premières secondes. Et le double d'ici la fin de l'année. C'est un bilan totalement effroyable. Effroyable, ouais. Mais pendant que ce cauchemar absolu se déploie à l'autre bout du monde, à Londres, il y a un vieil homme malade qui lit son journal. Il a 79 ans, ses poumons le lâchent et c'est H.G. Wells. Le célèbre romancier. Voilà, H.G. Wells. Et la raison pour laquelle cette juxtaposition donne des frissons, c'est que 31 ans plus tôt, ce type a littéralement décrit la scène qui est en train de se passer. La ville détruite, l'uranium, il a même inventé le terme exact, à savoir la bombe atomique. Ce qui est quand même fou quand on y pense. C'est un truc de dingue, hein. Et c'est ce qui nous a poussé à analyser cet article super fascinant publié par Block News. C'est leur série Ils ont prédit le futur, l'épisode 12. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment d'analyser ça. Parce qu'on parle pas juste d'une bonne intuition, là. Ce roman a pas seulement anticipé l'avenir, il a carrément déclenché la chaîne d'événements qui a mené à la création de la bombe. Et je pense que c'est fondamental de poser cette distinction tout de suite, en fait. Parce que la science-fiction regorge d'auteurs visionnaires. Tu prends Philip K. Dick ou Neil Stephenson, leurs œuvres ont inspiré des ingénieurs pour la réalité virtuelle, par exemple. Ouais, c'est une influence plutôt culturelle ou thématique, quoi. Exactement, c'est thématique. Mais avec Wells, on est dans une autre dimension. Historiquement et factuellement, il y a une ligne causale directe. Et elle est documentée. Les acteurs clés du projet nucléaire ont eux-mêmes tracé cette ligne entre le livre de fiction et les cendres d'Hiroshima. C'est pas juste une métaphore, en fait. D'accord, donc décortiquons un peu tout ça. On entend souvent l'expression prophétie auto-réalisatrice un peu partout. Mais dans ce cas précis, c'est vraiment comme si une œuvre de fiction avait fourni le manuel d'instruction de l'Apocalypse. C'est le mot, ouais, le manuel d'instruction. Sauf qu'avant de comprendre comment on a construit cette bombe, il faut voir avec quelle précision chirurgicale elle a été imaginée. Revenons en 1914. Il publie La Destruction libératrice ou The World Set Free. À cette époque, on est à des années-lumière de scinder un atome. Non, technologiquement, on est au point mort là-dessus. En 1914, l'aviation balbutie à peine. La guerre va se faire à cheval avec des baïonnettes. Mais Wells lit beaucoup de publications scientifiques. Il dédie d'ailleurs ce livre à Frédéric Soddy, un chimiste britannique. Un mec qui bossait sur la radioactivité, c'est ça? C'est ça. Soddy travaillait avec Ernest Rutherford. Et il venait de théoriser que la désintégration radioactive cache une réserve d'énergie colossale. En gros, une énergie 1 million de fois supérieure à une explosion de dynamite classique. Ah ouais, 1 million de fois quand même? Ouais. Donc Wells assimile ça, et dans son roman, il invente le terme bombe atomique. Il la décrit même physiquement, genre une sphère noire de la taille de 2 points mis côte à côte. Et vu que les gros bombardiers n'existent pas, il imagine comment le largage? Il imagine des pilotes qui larguent ces petites sphères à la main par-dessus le bord de leur biplan en toile. C'est un détail incroyable. Mais là où je trouve que ça devient franchement irréel, c'est sur les conséquences en fait. Parce que, bon, une explosion 1 million de fois plus forte, un auteur créatif peut l'imaginer. Mais Wells va beaucoup plus loin sur les effets secondaires. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il a anticipé ce que même les scientifiques de son époque ignoraient totalement, l'effet de persistance radioactive. Oui, parce qu'en 1914, une bombe, c'est juste un gros boom et c'est fini. Exactement. Pour un chimiste de l'époque, l'explosion a lieu et puis c'est tout. Tu peux marcher dans les ruines après. Mais Wells dit non. Il décrit que la bombe va empoisonner les survivants avec des radiations, que ça va rendre des villes entières inhabitables pendant des décennies. Mais attends, je fais l'avocate du diable une seconde. Comment un romancier peut en savoir plus sur les radiations que les vrais physiciens de 1914? C'était juste un énorme coup de chance monumental ou quoi? Bah non, c'est pas de la chance. C'est lié à sa formation. Avant d'être romancier, Wells a étudié la biologie évolutive sous la tutelle de Thomas Henry Huxley. Le biologiste qu'on appelait le bulldog de Darwin. Lui-même. Et cette formation a complètement formaté son cerveau. Ça lui a appris à penser en ce qu'on appelle aujourd'hui des systèmes globaux.
Il ne réfléchit pas comme un ingénieur classique qui se demande comment utiliser une nouvelle énergie. Il réfléchit plutôt aux conséquences écologiques. Voilà. Il se demande quel sera l'impact d'une telle force sur l'écosystème, sur la biologie, sur la société. C'est pour ça qu'il comprend que si on libère l'énergie de la matière, on altère le tissu même du vivant. Mais bon, ça nous amène au vrai mystère de cette plongée. Comment on passe d'un bouquin brillant dans une bibliothèque au projet Manhattan, en fait, hein? Par l'esprit d'un seul lecteur, le physicien hongrois Leo Szilard. L'élément déclencheur de toute cette histoire. Absolument. En 1932, Szilard lit The World Set Free. Et il en ressort totalement perturbé. L'horreur décrite par Wells le marque profondément. Et alors, l'année suivante, en 1933, il y a un truc très ironique qui se passe. Il lit un article de ce grand physicien dont on parlait tout à l'heure, Ernest Rutherford. Ouais. Rutherford affirme publiquement que l'idée de tirer de l'énergie des atomes, c'est du non-sens absolu. C'est fou cette arrogance de l'expert hyper confiant qui a tout faux. C'est un classique. Et cette arrogance frustre énormément Szilard. Et dans son esprit, cette colère vient percuter les images apocalyptiques du roman de Wells. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. On arrive au 12 septembre 1933. Szilard est à Londres. Il est arrêté à un bête-feu rouge sur Southampton Row. Le feu passe au vert. Il traverse. Et là, bim, il a une illumination. Il vient d'avoir l'idée de la réaction en chaîne nucléaire. Attends, il est littéralement à un feu rouge dans la rue quand il conceptualise la pire arme de l'histoire. C'est l'instant eureka le plus sombre de la science. Ouais. Pour que les gens visualisent bien le concept de réaction en chaîne qui lui vient à l'esprit, c'est un peu comme si je mettais des centaines de tapettes à souris dans une pièce, avec 2 balles de ping-pong sur chaque. Et si je lance une seule balle... La première balle, c'est ton neutron de départ. Voilà. Elle déclenche une tapette qui projette 2 balles, qui tombent sur d'autres tapettes. Et en une fraction de seconde, l'air est rempli de balles à une vitesse folle. Sauf que là, c'est des neutrons qui libèrent une énergie exponentielle. C'est l'analogie parfaite. Un neutron libère 2 neutrons, puis 4, puis 8, de façon exponentielle. Et ce qu'il faut souligner ici, c'est que le lien avec Wells n'est pas une théorie inventée après coup. C'est Szilard lui-même qui l'écrit. C'est documenté, noir sur blanc, dans ses mémoires en 68, c'est ça, hein? Exactement. Il écrit textuellement « Je savais ce que cela signifierait et je le savais parce que j'avais lu H.G. Wells ». La causalité est assumée. Un auteur écrit une histoire pour alerter le monde, un scientifique la lit, un feu passe au vert et hop, l'effet papillon terrifiant. Et une fois que la théorie est là, à cause du livre, la peur de cette même fiction va pousser à sa construction matérielle. Szilard est tellement effrayé par son idée qu'il dépose le brevet en 1934 et le cache direct à l'amirauté britannique. Il veut que ça reste secret. Sauf qu'en 1938, la fission est découverte en Allemagne, et là, Szilard panique complètement. Il coécrit une fameuse lettre avec Einstein pour alerter Roosevelt. Parce qu'il est terrifié à l'idée que les nazis obtiennent la bombe de Wells avant eux. Et ça aboutit au projet Manhattan. 130 000 personnes mobilisées. Un budget qui équivaudrait à 30 milliards de dollars aujourd'hui. Et le plus fou, c'est que Szilard n'était pas le seul lecteur de Wells dans ses labos. Ah bon ? Enrico Fermi, Edward Teller, une grande partie de l'élite scientifique du projet avait grandi avec les récits de H.G. Wells. Son imaginaire était le moule conceptuel de leurs recherches. Ça me fascine, parce que ça soulève un paradoxe moral complètement tragique. On le disait, Wells était socialiste et pacifiste. Il a écrit ce bouquin pour horrifier l'humanité, pour l'empêcher de s'autodétruire. Il voulait dégoûter les gens de la guerre, c'est clair. Et Szilard a bien ressenti cette terreur exactement comme Wells le voulait. Mais au lieu de dire « c'est trop dangereux, on arrête tout », il s'est dit « les États-Unis doivent la construire avant Hitler ». C'est l'ironie amère de cette histoire. La fiction voulait prévenir la guerre atomique, mais en fait, elle a rendu la chose techniquement possible, en offrant littéralement la feuille de route. La science-fiction a donné une recette sous couvert d'avertissement. Et ça s'arrête pas là, parce que Wells n'a pas seulement prédit la bombe, mais les radiations. Non, il a carrément prédit la géopolitique mondiale du siècle suivant. Et ce, jusqu'à notre année actuelle, en 2026. Ouais, il décrit le concept de destruction mutuelle assurée bien avant la guerre froide. La fameuse MAD. Il comprend 30 ans avant tout le monde que cette arme va créer une paralysie stratégique totale, que personne pourra l'utiliser sans être anéanti en retour. La paix par la terreur, en gros. Et il va même jusqu'à prédire la création d'une institution internationale pour forcer le dialogue. Ce qui est dingue quand on sait que l'ONU a été créée 2 mois seulement avant Hiroshima. Et si on relie tout ça à la vue d'ensemble et aux sources qu'on analyse, c'est là que ça devient un peu glaçant pour 2026. Les chiffres actuels qu'on a sont préoccupants.
Sans porter de jugement, on peut juste regarder les faits. Début 2026, on en est où concrètement? Les rapports dénombrent 12 187 ogives nucléaires dans le monde, plus de 5 000 pour les États-Unis et autant pour la Russie. Et du côté de la Chine, je crois que c'est l'expansion la plus rapide, non? Ouais, la Chine en possède environ 600, avec l'expansion la plus forte du globe. Et pourquoi on en parle? Parce que la prédiction la plus sombre de Wells disait que cette dissuasion finit toujours par échouer par accident ou par erreur de calcul. Que la rationalité peut pas tenir éternellement avec des milliers d'armes pointées les unes sur les autres. Et le système est super fragile aujourd'hui. Très fragile. Factuellement, le traité New Start a expiré en février 2026 sans successeur. Il n'y a plus de plafond. Et en novembre 2024, la doctrine nucléaire russe a été élargie. Donc les prérequis de l'effondrement imaginé par Wells sont complètement visibles aujourd'hui en fait. Les 9 États nucléaires modernisent leurs arsenaux. C'est un constat purement objectif. Et c'est là qu'on retrouve le désespoir final de H.G. Wells. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il est mort le 13 août 1946. C'est exactement 372 jours après Hiroshima. Il a vu son cauchemar devenir réalité. Et son tout dernier texte, qui s'appelle « Mind at the end of its tether », en gros, l'esprit au bout du rouleau. C'est un texte d'un désespoir absolu. Il savait qu'il avait eu raison pour la bombe, mais le gouvernement mondial pacifique qu'il espérait n'avait pas effacé les nations souveraines. La nature humaine n'avait pas changé, quoi. Alors que signifie tout ça pour nous? Je trouve que ça rappelle à quel point ce qu'on consomme comme fiction est important. Contrairement à un romancier classique, Wells a une causalité directe, personnelle et avouée avec la création de l'arme la plus destructrice. C'est ça. Le pont entre son imagination et la réalité matérielle n'a jamais été cassé. Et du coup, ça me laisse sur une réflexion un peu provocatrice pour la fin. Si un roman de 1914 a littéralement fourni le code source de l'ère nucléaire à un mec arrêté à un feu rouge, qu'en est-il de la science-fiction actuelle? C'est la vraie question. Tous ces bouquins ou ces séries sur l'intelligence artificielle avancée ou la bio-ingénierie. Exactement. Des œuvres qu'on lit comme de simples divertissements pendant nos vacances. Est-ce qu'il y a en ce moment même des scientifiques qui s'en imprègnent et qui sont en train de dicter les futures avancées ou les futures catastrophes de demain? En gros, est-ce qu'on est en train de lire notre futur ou est-ce qu'on est secrètement en train de le programmer? C'est une pensée fascinante qu'on peut garder en tête après cette plongée. Gardons l'œil ouvert sur ce qu'on lit.